L'autre soir, pendant que je parlais avec un ami et que je regardais mon fil d'actualité, je suis tombé sur une image doublée d'une description que voici traduite de l'américain. Une chaîne de télévision locale filme les images d'un policier qui se tire dessus en voulant abattre un chien, avant que ce dernier n'aille calmement jouer avec deux enfants. Une question me vient évidemment immédiatement à l'esprit. Comment ce flic a-t-il fait pour se tirer dessus ? Je suis heureux de voir que le chien va bien et que les enfants sont égayés par sa compagnie. Ce fait divers me rappelle un album que j'entendais souvent à la maison durant mon enfance, puis une constatation que j'ai pu faire au fil des années et qui me revient de temps en temps sous forme de mème américain anti-police. Les flics aux USA semblent buter beaucoup de chiens. Beaucoup au point que ça en devienne le sujet de blagues, dont le but est souvent de tourner en dérision et dénoncer la violence imposée par les forces de l'ordre et d'exprimer la crainte de perdre un être cher, canin dans ce cas, dans l'impuissance la plus totale. Les flics états-uniens ont-ils bizarrement tous une phobie nerveuse des clébards ? Peu probable. Il s'agit d'une démonstration de domination infligée en toute impunité. Les meurtres se font au nom d'une défense face à un danger. Légitime défense. La légitime défense est appliquée et jugée de façon différente en France, en Belgique et aux États-Unis, mais elle repose sur le même concept, le droit de riposter à une agression par la force. Cette force ne doit pas constituer une vengeance, mais une réaction immédiate et contrainte par l'impossibilité de se soustraire à l'agression d'une autre façon. Revenons à nos chiens. Un policier entre sur une propriété pour effectuer une perquisition, poser une question, ou passe simplement dans la rue à la recherche d'un enfant qu'on a signalé disparu quelques heures auparavant. Soudain, il aperçoit un chien du coin de l'œil. Une goutte de sueur coule le long de sa joue et s'écrase sur le sol. Le molosse lève nonchalamment une oreille. L'agent ralentit subtilement et pose sa main sur son arme à feu. Il est à présent à quelques mètres de la bête. La bête émet un léger aboiement. L'agent n'a plus d'autre choix que de tirer 3 balles dans le flanc du chien. En réalité, le chien n'a constitué une réelle menace que dans peu de cas. Un policier peut très bien passer devant chez toi, abattre ton chien et s'en sortir sans la moindre conséquence. Toutefois, le prétexte brandi au cas où il faut plus ou moins se justifier se base clairement sur la légitime défense face à un chien dangereux. Une atteinte à l'intégrité physique toujours à 2 secondes de se produire. On en arrive au sujet principal, le rapport à la propriété, la culture du danger aux USA. Stand your ground. Un rapport particulier à la propriété est ancré dans la culture américaine. On a tous en tête la scène cliché du vieil américain brandissant sa carabine et criant « Get off my lawn !» à quiconque se trouve devant chez lui sur son gazon dans l'enceinte de sa propriété. Les Américains estiment qu'on doit être en mesure de et autorisé à repousser n'importe quelle intrusion menaçante, ou même simplement incommodante bien qu'inoffensive pour être honnête. La loi Stand Your Ground peut être invoquée dans certains cas afin de justifier l'utilisation de la force, jusqu'au meurtre, face à une atteinte potentielle à l'intégrité physique ou à la vie, et ce, même si une fuite face à l'agression était probablement possible, dans le cas où la personne menacée est agressée à son domicile ou dans sa voiture. Cette loi est interprétée et appliquée différemment selon les États. Certains d'entre eux estiment que l'utilisation de la force n'est pas justifiée dans le cas d'une agression dans un lieu public, si la fuite était possible. La plupart estiment que la fuite n'est pas exigée si l'agressé est dans n'importe quel lieu où il a légalement le droit de se trouver. Seuls les États du Vermont et Washington DC exigent la fuite même quand l'agression survient dans la maison de la victime. Ce qui transpire de tout ce qu'on peut observer de la culture américaine jusque dans cette loi est la culture du danger, c'est-à-dire le sentiment suivant. L'autre est un danger pour moi si je ne suis pas un danger pour l'autre. S'il y est très facile et normal d'acquérir toutes sortes d'armes à feu, c'est qu'on estime que le danger est toujours prêt à bondir au coin de la rue ou pire devant sa porte. Cet état d'esprit pourrait remonter à la préfondation même des États-Unis. Les premiers de ceux qu'on appelle actuellement les Américains sont venus en tant que danger. Ils sont venus s'installer brutalement par une immigration violente en éliminant ce qui s'y trouvait déjà.
Quand tu fais quelque chose de mal, tu t'attends à ce que les autres le fassent aussi. La grande époque du Far West, du Wild West, de la conquête de l'Ouest, bref de la colonisation, voit s'installer un peu partout des villes dont l'économie se construit sur la lutte face à la mort. Les cow-boys doivent protéger leurs bœufs d'attaques d'animaux et sont parfois attaqués par des natifs américains. Le revolver est le meilleur ami, nécessaire à la survie, de l'américain du 19e siècle. On tente de s'enrichir, les crimes restent impunis et l'individualisme règne. Qui veut faire fortune doit s'assurer de pouvoir défendre ses biens. Les ruées vers l'or sont des occasions de voler des terres indigènes ou de braquer des chariots de familles en déplacement. Ceux qui trouvent du métal précieux ne sont pas à l'abri de se le faire arracher ou d'un échange forcé contre un autre bout de métal dans le crâne. Quand tu fais de l'orpaillage, tout le monde est ton ennemi. C'est d'ailleurs à mettre en parallèle avec le libéralisme. En dehors des héritages dans les familles riches, le libéralisme capitaliste, c'est de la chance. Tu tombes sur un bon filon et tu te retrouves à devoir le défendre parce que ta réussite émane d'un système qui continue à opprimer ceux qui n'ont pas eu ta chance. D'ailleurs, pour l'immense majorité des gens, d'un point de vue sociétal, le libéralisme capitaliste, c'est plutôt de la malchance. Hollywood. Je parlais de cow-boy et ça tombe bien. Pour comprendre à quel point la culture du danger est présente aux USA, nous pouvons aller regarder ce qui sort d'Hollywood. Ces grosses productions cinématographiques, vues par des millions depuis des décennies, reposent presque toujours sur le même principe de base, décliné en tout type de genre et d'histoire. Un danger plane et menace les personnages principaux, leur environnement ou carrément le monde. Le spectateur assiste à une destruction imminente de la situation initiale, à un combat violent pour préserver son monde, ou un monde inconnu que l'écran lui dépeint comme satisfaisant et légitime. C'est un moyen facile de créer du suspense, de faire appel au stress et s'assurer de faire ressentir des sensations. Tantôt le péril soviétique plane et un russe menace la paix et la liberté. Tantôt une armée étrangère à la terre est sur le point de tous nous anéantir. Heureusement, un vaillant héros providentiel armé de cartouches et de morale arrive et sauve tout le monde. Le héros est américain, évidemment. Ces films font partie de la culture mainstream partagée dans un socle de base, même si, individuellement, certains peuvent apprécier d'autres types d'œuvres constituant d'autres types d'approches, d'autres cultures. Beaucoup de films produits aux États-Unis explorent d'autres pans de la fiction. Certains rencontrent un grand succès, mais les films bourrés d'effets spéciaux impressionnants ont un avantage. Même quand ils ne transmettent pas une vision du monde intéressante, même si les personnages sont creux, ce n'est pas toujours le cas, on sort de la salle avec l'impression d'en avoir eu pour notre argent. Des lieux majestueux, des super-pouvoirs, des planètes lointaines, des dinosaures. On a payé pour s'émerveiller devant un imaginaire coûteux à mettre en mouvement. À quoi ça sert si les lieux ne sont pas détruits, si les super-pouvoirs ne sont pas utilisés dans des combats épiques, si les planètes exotiques ne deviennent pas des champs de bataille, si les dinosaures ne nous prennent pas en chasse pour nous déchiqueter? Dans de telles circonstances numériques, on laisse peu de place à la contemplation, au développement de personnages et d'événements reposant uniquement sur la qualité du texte. Ce qui saura émouvoir l'un passera au-dessus du cœur d'un autre. Comment savoir combien de spectateurs cette histoire touchera-t-elle? Combien ce dialogue séduira-t-il par sa poésie? Combien cette projection rapportera-t-elle? La forme de divertissement la plus simple à rentabiliser reste donc celle basée sur la menace de violence physique, de mort et de destruction. Le dénominateur commun reste le danger. Ce dernier, présent dans le réel, serait reflété sur la toile et combattu dans une représentation fictionnelle cathartique. Le danger imprègne les films populaires et les films populaires imprègnent la société. En résumé, la peur du danger présente dans une culture largement partagée est mise en scène et cela participe à perpétuer ce sentiment dans la culture. Paranoïa militaire. Évidemment, comme je le précisais, d'autres types de films étoffent l'offre cinématographique américaine, jusqu'au box-office, mais les films basés sur le danger sont bien installés et traversent les modes. Ils ont en outre une spécificité qui nous intéresse ici. Ils mettent en scène le climat politique de leur époque. Certains avec un regard critique, beaucoup en faisant véhiculer, volontairement ou pas, la paranoïa ambiante fabriquée à des fins de manipulation. Le péril rouge!
Le macartisme, la peur du bloc soviétique et de l'éclatement d'un conflit nucléaire. We must get ready for it, just as we are ready for many other dangers that are around us all the time. Contrairement au reste du monde, les USA n'ont pas connu de guerre sur leur sol depuis 1865. Ils sont cependant presque perpétuellement en guerre à l'extérieur, souvent loin. Le 11 septembre 2001 a été un traumatisme pour le pays entier car on venait les attaquer chez eux. Ce sombre événement a été un tournant mondial en termes de surveillance de masse et de manipulation par la peur. Les politiciens et les chaînes de télévision affirment que la solution aux menaces extérieures est l'intervention armée dans un pays étranger. Les plus conservateurs et les plus belliqueux de leurs citoyens acquiescent. N'oublions pas que les États-Unis sont partis en guerre en Irak sur une menace fantôme. Un mensonge selon lequel Saddam Hussein avait les moyens et sûrement l'intention de faire fabriquer des armes biologiques. La légitime défense, déjà très largement interprétée, est devenue une attaque préventive dans le noble objectif d'aller imposer la paix par les armes sur un sol lointain. On a dépassé le stade d'accepter que l'agressé peut se défendre avec tous les moyens possibles, y compris les plus disproportionnés. On devient l'agresseur parce qu'on prétend que l'agression est nécessaire afin d'éviter de subir un danger dont on assure la haute probabilité. J'observe et je passe ma loupe sur des exemples saillants ainsi que des causes probables. Il est difficile de savoir exactement comment se construit une culture et chaque généralisation mériterait un développement plus détaillé. On peut se dire après tous ces exemples que l'Europe aussi a connu le sang. Les guerres s'y sont succédées pendant des siècles. Les violences policières ne sont évidemment pas absentes en France ni en Belgique. Tous les États protègent leur police. Alors s'ils ont une loi Stand Your Ground, s'ils ont un problème de fusillade et un imaginaire collectif aussi manichéen où le danger est omniprésent, c'est bien, selon moi, qu'il s'agit d'une particularité culturelle américaine. Si vous êtes familier avec la culture mainstream des US, et vous l'êtes vu l'efficacité de leur impérialisme, vous savez déjà que le spectacle et la violence font partie de leur paysage. Quel effet cela a-t-il sur les meurtres de chiens? Eh oui, on est parti de ça. Il me semble que les différences notoires de culture entre l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, que j'ai essayé de décrire rapidement à l'aide de ces quelques exemples et faits historiques, sont à soulever. Bien sûr, l'impunité des policiers face à leurs actes violents est la cause principale. C'est vraiment la particularité de la situation concernant les chiens qui m'a fait pousser la réflexion dans une direction plus spécifique. En plus d'une légitime défense très agressive, les policiers, par leur statut et leur rôle, se sentent investis d'une dangereuse mission de lutte contre des criminels hostiles. Les flics, baignés comme beaucoup d'Américains dans la culture du danger, ont vite fait de penser que leur vie est en jeu à chaque fois qu'ils sont en intervention dans un quartier. Le danger est toujours prêt à sauter sur la paix américaine. Je suis l'incarnation physique et armée de cette paix. Si je ne tire pas sur ce chien, il plantera ses crocs dans ma jambe et le désordre gagnera une bataille face à l'ordre. Dans certains cas, cette peur est malheureusement basée sur une réalité tangible. Dans le cas de la guerre contre la drogue qui vise les quartiers afro-américains pauvres, par exemple, les gangs se forment pour organiser et protéger le commerce illégal et une tension fatale s'instaure. Le problème, c'est que cette tension est créée artificiellement par cette inutile guerre contre la drogue. Plus globalement, les violences policières ouvertement racistes perpétrées pendant des décennies ont généré un sentiment légitime de peur et de haine qui a poussé certains à user de violence en retour, souvent pour se défendre, parfois par vengeance et parce que cette guerre devient la norme au fil des générations. Dans ce contexte, un flic de passage dans un quartier noir sera, selon lui, toujours du bon côté, celui de l'ordre qui vient réguler la violence. Il sera constamment dans un état d'esprit de légitime défense. Cela explique les nombreux meurtres d'hommes, de femmes et d'enfants noirs pour des prétextes ridicules voire inexistants. Quand on a ce tableau en face de soi, comment s'étonner qu'un flic soit prompt à tirer sur un chien pour s'assurer que ce dernier ne passera pas à l'attaque? Dans d'autres cas, cette peur est injustifiée et tellement injustifiable qu'il s'agit de façon certaine d'une excuse irrespectueusement mauvaise. Beaucoup de chiens prennent une balle pour s'être approchés calmement, d'autres étaient restés immobiles dans une posture tout à fait neutre. Certains de ces chiens sont des chihuahuas. On imagine difficilement un chihuahua déchirer les muscles de la jambe d'un agent et le blesser gravement. Alors, comment s'étonner qu'un flic bute un chien par pure démonstration de force ou même par provocation? La culture du danger circule entre les crânes humains et finit sa course à l'intérieur d'une balle dans un crâne canin.